Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste consacré au début de la pratique du cyclisme au premier coup de pédale. Nous allons partager nos expériences et vous donner des conseils précieux pour commencer cette aventure passionnante. Je suis accompagné aujourd'hui par Loïc Lepoutre. Bonjour Loïc. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Bienvenue en studio. Alors, on va parler de passion, on va parler de cyclisme, de vélo. Qu'est-ce que tu peux nous dire en introduction de cet épisode sur les premiers tours de roue pour les personnes qui souhaitent se lancer ou qui se sont lancées depuis quelques jours ou quelques semaines sur un vélo? Est-ce que toi, tu te souviens quand tu as commencé? Moi, je me souviens même précisément du moment où j'ai eu pour la première fois un vélo entre les mains, effectivement. Et comment c'était? On est là aujourd'hui. Voilà, on est là aujourd'hui. Écoute, j'avais 4 ans, c'était en Lombardie. Et mon cousin qui habitait là-bas à cette époque gagnait toutes les courses auxquelles il participait. Je me souviens de l'ambiance, de la musique. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Mais ça n'empêche que ma première licence, j'ai pris à 19 ans. Donc entre-temps, il s'est passé pas mal de choses, d'autres sports. Donc en tout cas, c'était un moment magique. Ouais, et pour toi? Moi, j'ai commencé en minime deuxième année, donc c'est vers les 13 ans. Et ce que je me souviens, c'est que dans ma famille, on ne faisait pas de vélo. Donc je me suis retrouvé à faire du vélo sans jamais savoir par quoi commencer. Et au final, je m'en suis rendu compte bien plus tard que si j'avais eu des bases au début, j'aurais peut-être pas évolué de la même façon. Donc tu as commencé directement licencié. Ouais, c'est pas ça. Le triathlon qui t'a amené à la pratique du cyclisme. Le triathlon, j'ai fait ça que bien plus tard qu'à 30 ans. Donc de 13 ans à 30 ans, j'ai fait du vélo en compétition dès ma première année. Ouais. Bon, intéressant. En tout cas, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous partager sur les différents réseaux sociaux vos débuts sur deux roues. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais, Loïc? Par quoi on commence aujourd'hui pour conseiller, pour accompagner les personnes qui veulent, avec cet effet, ce boom du vélo, ce boom du cyclisme? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Par quoi on pourrait commencer pour justement accompagner les personnes dans ce qu'est notre passion, mais pour ces personnes qui ont l'envie de découvrir justement cet esprit de liberté? Alors moi, ce que je me souviens, c'est mon premier vélo. C'est toujours la première chose qui marque. Et je me souviens surtout que c'était pas un bon vélo par rapport aux autres. Et quand tu arrives, tu sais pas pourquoi. Et je pense que le choix du vélo, c'est vraiment le premier casse-tête. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Quel vélo choisir? Donc vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages. J'ai ça. Est-ce que vaut mieux ça? Vaut mieux ça? Donc, pour telle ou telle pratique, c'est ça? Même pas. Oui. Alors par exemple, pour quelqu'un qui fait de la route, il va me proposer plusieurs modèles. Il me demande qu'est-ce que j'en pense. Et qu'est-ce qui est le mieux. Et donc je pense qu'il y a on peut amener un petit cadre par rapport à ça pour que les gens puissent avancer et soient moins perdus dans le choix du vélo. Donc pour toi, le début, c'est-à-dire quand on a envie d'aller sur du cyclisme, la première question à se poser, c'est vers quel vélo je me tourne? Exactement. Vers quel vélo je vais faire l'acquisition pour me lancer. Donc il y a quoi comme type de vélo? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors tu as dû en parler avec JP. On a fait un épisode spécifique sur vraiment le choix du cadre et des équipements pour débuter, effectivement. Voilà. Donc là, je vais donner mon point de vue d'entraîneur. Donc ça dépend évidemment de votre objectif de pratique. La plupart du temps, c'est route ou un peu mixte, donc gravel. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 80% des vélos qui sont vendus, ce sont des vélos gravel aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais ça peut être aussi dans la pratique du VTT. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je prends je ne sais pas si tu en as parlé avec JP, avec un vélo tout suspendu ou semi-rigide? JP est très calé sur ça, je vous invite à écouter la capsule dans l'atelier. Moi, ce que je conseille de façon pratique, déjà, c'est de se déterminer un budget. Très souvent, on me propose des vélos très haut de gamme, alors qu'on pourrait prendre des vélos moins haut de gamme, ou alors haut de gamme, mais des années précédentes. Parce qu'il faut savoir que finalement, l'évolution des vélos, et notamment des cadres, elle se ressent dans le très haut niveau. Mais dans un niveau moyen, si vous prenez un cadre avec une fibre de carbone 10 ou 12, vous n'allez jamais sentir la différence. Donc déjà, moi, je conseille toujours de privilégier l'occasion, si on peut. Pour débuter, et de prendre plutôt un haut de gamme des années précédentes. Ça, c'est vraiment vers quoi je me dirige. Et après, il y a toujours la question de est-ce que je prends un vélo dit polyvalent ou aéro? Et pour le gravel, c'est un peu la même chose, parce que maintenant, on commence à avoir des vélos aéro. Moi, je dis toujours, l'aéro, c'est la base du cyclisme. C'est-à-dire que si vous voulez avancer
rapidement en vélo, il faut le premier frein, c'est l'aéro. Donc déjà, il faut être le plus aéro possible. Il faut savoir qu'il y a entre certains cadres, il peut y avoir jusqu'à 30 à 40 watts. Donc les watts... C'est un épisode qui va être consacré sur les watts, mais 30 à 40 watts, quand on fait du cyclisme et qu'on s'intéresse aux watts, c'est énorme. Mais c'est ça, les watts, c'est la puissance, et la puissance, c'est ce qui vous permet d'avancer. C'est ce qui permet de mesurer l'énergie que vous produisez pour avancer. Donc 30-40 watts, pour quelqu'un qui fait 70 kg, c'est considérable. C'est pratiquement plus de 10% de l'énergie nécessaire pour avancer à une vitesse moyenne. Donc des fois, vous avez des gros écarts. Et donc moi, je privilège toujours les vélos aéros. Ça, c'est la base, le plus aéro possible. Et aujourd'hui, le poids entre les deux, il est très minime. Alors là, tu parles du cadre, mais il y a aussi tous les périphériques, j'allais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est basculé sur du full quasiment. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr encore qu'il y ait des vélos à la vente qui soient à patins. En neuf, non, ça doit pas voilà. exister. Donc là, qu'est-ce que tu préconises sur ça ? Ah bah là, c'est pareil. Ça, c'est un vaste débat. Patin ou frein à disque. Ça dépend aussi de l'objectif recherché. Si on recherche le poids, il y a encore des équipes pro qui utilisent dans les étapes de montagne des vélos à patins parce qu'ils maximisent les gains marginaux et notamment le poids. Mais est-ce que ça nous concerne, nous ? Bon, pas forcément. En termes de sécurité, alors là, je vais lancer la flamme là. En termes de sécurité, le disque, pour moi, c'est le plus sûr. Descendre un col avec un vélo à disque versus vélo à patin, quand on débute, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas photo. Il y a une grosse différence. Et ça, c'est, à mon avis, un sujet qui est vite clos. Choisir un vélo à disque quand on débute, c'est primordial. Alors, il y a aussi ce qui a vraiment le vent en poupe aujourd'hui, c'est le monoplateau. Alors certaines équipes professionnelles l'utilisent, la Jumbo notamment dans les étapes de chrono l'utilise énormément pour tous ses avantages. Et quelqu'un qui aujourd'hui souhaite se lancer, s'équiper, est-ce qu'on va sur un équipement standard ou on l'aiguille sur du monoplateau ? Sur le gravel, c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui, et facile. Ça permet d'avoir un vélo plus léger, le monoplateau. Après, sur la partie gravel, il y a un désavantage, c'est que si vous faites quand même beaucoup de routes, d'avoir un monoplateau, ça vous limite dans l'étalement des vitesses, et donc ça peut être aussi limitant dans la montée des cols. Donc moi, monoplateau, j'aime pas monoplateau. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc les pros, comme tu disais, l'utilisent dans les contre-la-montre, parce qu'en fait, ils mettent certaines étapes de plaine. Ils mettent un gros plateau devant, ce qui leur permet de garder la chaîne alignée. Aujourd'hui, tous les systèmes à monoplateau sortent en 12 vitesses avec des 10 derrière. D'accord ? Et il faut savoir que le pignon de 10 derrière a un rendement dégueulasse. C'est-à-dire que tu perds en puissance et de façon assez importante. Donc ouais. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Vous avez qu'à regarder les études sur ça. Mais ça permet d'avoir un bon alignement. Donc il y a certains équipes pro qui sont quand même équipés, mais qui trichent un peu en utilisant, en mettant pas un pignon de 10, mais en restant sur du 11. Enfin, ils bricolent les choses. En tout cas, ouais, c'est bien différent. Sur la route, moi, le monoplateau, je suis pas fan. Pour ces raisons-là, parce qu'on perd en rendement, notamment avec ce pignon de 10. Et en plus, la chaîne utilisée est moins efficace que quand on utilise une chaîne sur 11 vitesses, par exemple. Donc c'est 12 vitesses, parce qu'aujourd'hui, 12 vitesses, c'est pratiquement que monoplateau. C'est pour ça que je dis ça. Et en gravel, c'est comme l'en VTT, en fait. C'est un petit peu différent. Ça a d'autres avantages. Et comme on utilise moins le 10, voilà. Par contre, si vous faites un mix gravel-route et vous allez faire quand même 50-50, là, moi, je pense il faut prendre un double. Bon, ça t'intéresse. En tout cas, on ne va pas rentrer plus en détail dans les équipements. Hein. C'est vraiment la capsule dans l'atelier avec JP Ferreira que je vous invite à écouter, où il y a vraiment des épisodes dédiés à chacun des thèmes qu'on vient d'aborder. Et si on rentre justement dans les fondamentaux de l'entraînement, c'est-à-dire quelqu'un qui débute sans penser à la performance, enfin la performance est très personnelle, mais juste déjà bien débuter dans des bonnes conditions. Donc qu'est-ce que tu préconiserais sur les fondamentaux de l'entraînement ? L'entraînement, ça veut dire aussi rouler sur un vélo confortable et efficace. Et un truc que je tiens à dire, c'est pas parce que vous achetez un vélo haut de gamme aéro que le vélo sera pas confortable. Et c'est en jouant sur les périphériques que vous allez pouvoir changer
la maniabilité du vélo. Et ça, c'est hyper important parce que j'ai plein de gens qui m'appellent et qui me disent « Ouais, je préfère prendre un vélo polyvalent qu'un vélo très haut de gamme aéro parce que c'est difficile, je me sens, c'est rigide, c'est dur. » Enfin, j'imagine que toi, tu as déjà testé et tout. Le vélo aéro. Mais en fait, c'est pas forcément le cadre. Aujourd'hui, vous pouvez faire l'expérience, mais si vous prenez un vélo aéro d'une marque X, vous allez avoir des roues très profilées. Si vous changez les roues, vous prenez des petits tu peux jouer sur les périphériques. Avec des pneus plus larges. Les roues, la section, ne serait-ce que la section des pneus. Plus rien à voir. La pression que tu mets dans les pneus, ça peut être différent. Ça, c'est hyper important. Il faut, exactement, la pression, tout ça, c'est hyper important. Et c'est un point sur lequel j'insiste souvent. C'est pas parce que vous choisissez un vélo aéro qu'il sera pas confortable. C'est comment vous l'équipez autour. J'ai toujours été très confort sur un vélo aéro. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps pour trouver la bonne position. Mais honnêtement, tu t'abîmes moins les mains. Tu reposes le haut du corps. Et pour le coup, je trouve ça plutôt agréable. Et tu vas vite. Et tu vas beaucoup plus vite. Oui, mais nous, on est grands et plutôt lourds. Tu parles pour toi. mais la plupart des gens qui me contactent, ils font entre 65 et 75 kilos. Et là, c'est un petit peu différent. Et plus les gens sont légers, plus ils ont cette sensation-là. Et puis, quand tu es grand, tu as tendance à quand même avoir... des bras de levier. Exactement, plus important. Et sur le vélo de chrono, forcément, tu as un avantage très clairement. Tu vas beaucoup plus vite. Mais même sur un gravel. Hein. Moi, tu vois, je viens de m'équiper d'un gravel plutôt aéro. Et ça voilà, du fait de ma taille et de mon poids, je trouve ça bien, tu vois. Mais c'est vrai que quelqu'un plus petit, plus léger, va avoir plus de difficultés. Ça, c'est évident. Mais comme toi, j'ai toujours eu des vélos aéros. Ouais, moi, j'ai toujours pris du plaisir sur le vélo aéro. C'est vrai que je trouve ça confort, tu vas vite, tu as des bonnes sensations. Et en termes de... Puisque c'est vrai que dans la capsule Parole de coach, on donne souvent des conseils sur la manière de s'entraîner. Là, quelqu'un qui débute, est-ce qu'on peut tout de suite lui parler de plan d'entraînement ? Ouais, ou est-ce que c'est trop tôt ? Non, mais clairement, il faut tout de suite structurer son entraînement. Pour progresser, c'est la meilleure façon. Après, quand on débute, il y a plein de gens qui prennent et qui vont faire du vélo quand ils ont envie. Ça dépend de ton objectif. Si c'est juste pratiquer le vélo comme une activité physique, telle la marche sans objectif, pourquoi pas ? Par contre, à partir du moment où tu te donnes un objectif, ce qui est la plupart des cas, il va falloir structurer les choses pour remplir cet objectif. Par exemple, j'ai beaucoup de gens qui, vu la mode de l'ultra, veulent se lancer dans l'ultra. Donc il y a plein de gens qui me contactent. Par quoi je commence ? Un 300, un 500, un 1000 ? Et ils débutent. Ils n'en ont jamais fait. Tu vois. Là, j'ai une personne qui m'a contacté pour faire le tour d'Europe en vélo. Mais il n'a jamais fait de vélo. Tu vois, donc il prépare ça. Donc après, il faut structurer les choses. Et c'est en structurant les choses, mais comme tout, qu'on va aujourd'hui quelqu'un qui te contacte le stress et pouvoir augmenter ce stress jusqu'à ce qu'il soit bien assimilé. Quelqu'un qui te contacte et qui te dit je veux faire un 300 dans 3 mois, 6 mois, c'est possible en début d'année de se dire j'ai jamais fait de vélo et je veux faire un 300 dans l'année. Pour moi, c'est plus facile de préparer un 300 quand on débute que de se lancer par exemple dans l'étape du Tour. C'est pourquoi ? Qui fait à peu près 140, 150, mais avec un dénivelé peut-être important. Ouais, c'est ça, exactement. Mais l'étape du Tour, c'est beaucoup plus engageant en termes d'intensité, notamment parce qu'il faut respecter des délais. Tu vois, il y a des barrières horaires. Sur un 300, généralement, les barrières horaires, ils sont quand même assez souples. Ouais, plus large. Et le rythme sur lequel tu vas avancer n'est pas du tout le même. Ça n'a rien à voir. Tu vois. Sur l'étape du Tour, il faut rentrer dans les délais, donc de toute façon à ton niveau tu seras quasiment au maximum à chaque fois, alors que sur un 300 tu as quand même la capacité de prendre ton temps. Et donc pour moi il est plus facile de débuter par un 300 que de vouloir commencer directement par une étape du Tour qui est très engageante. Et qu'est-ce que tu préconises en termes de plan d'entraînement, de zone ? C'est vrai qu'on a fait un épisode spécifique sur la zone 2, mais quelqu'un qui débute comme ça, qui veut se lancer, vers quoi tu vas l'orienter ? Plus de l'endurance ? Alors la première chose, de l'intensité ? C'est la technique. Ça veut dire le coup de pédale, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Acquérir une capacité à être véloce, donc à avoir une technique, une biomécanique efficace. Alors là, sur ça, je vous invite à écouter l'épisode qu'on a enregistré et qui est sorti en tout début d'année avec Chloé Lantier sur justement quoi faire et comment surtout comprendre le fonctionnement du coup de pédale. Exactement. C'est hyper important. L'épisode a très très bien marché. Alors je vous invite à le réécouter si vous voulez connaître les subtilités ou juste aller le découvrir.
Donc c'est vrai que ça, on l'oublie trop souvent. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous débutez, vous avez un déficit par rapport à quelqu'un qui en fait depuis plus longtemps, c'est la qualité du geste. Que votre geste soit économe au niveau énergétique. La position des cales, comprendre qu'une pédale ne sert pas juste à appuyer, mais il y a 3 mouvements. Enfin, c'est assez complexe au début de bien comprendre et même mémoriser comment tu pédales en fait. Et c'est pas du tout naturel. Est-ce que tu pédales rond? Est-ce que tu pédales carré? Non, c'est pas du tout naturel. Comment toi tu l'as travaillé quand tu étais jeune, quand tu as débuté? Sur de la concentration principalement, essayer de bien me concentrer sur une jambe, puis après sur l'autre, et puis après les deux en même temps, mais c'est difficile. Hein. Puis après, il y a aussi la position qui est importante, il y a physiologiquement, il y a eu une mode à un moment donné où on avait tendance à dire si t'es mal positionné, c'est que t'as une jambe plus courte ou une jambe plus longue. Bon, ça, j'y crois pas trop, mais principalement sur les sensations. Je parle pour moi, mon coup de pédale vient de la concentration, de l'observation et des douleurs ou pas que je peux avoir sur les ischios, les quadris, les pieds, voilà, ce genre de choses. Et ben moi, tu vois, quand j'ai commencé, j'ai jamais été encadré. Et du coup, j'ai développé un coup de pédale très efficace à mon environnement. Donc moi, j'habitais dans les Landes, donc nord des Landes en plus, tu vois, l'endroit le plus plat de la France. Et donc j'ai développé un coup de pédale très efficace sur le plat. Mais comme je ne l'ai jamais travaillé en montée, et le coup de pédale, enfin la technique est différente, ouais. Et bien je suis un des cas rares qui développe plus de puissance sur le plat. Bon, maintenant, c'est assez corrigé, mais pendant longtemps, où je développais plus de puissance sur le plat qu'en montée. Ce qui est en fait pas possible. Enfin, la plupart des gens, c'est l'inverse. Oui. Parce qu'en fait, j'avais un déficit technique sur le coup de pédale en montée. Et donc, quand on commence, c'est vraiment la base. Et tu fais partie des gens qui ne se mettent pas en danseuse, c'est ça? Qui ne savent pas faire de la danseuse? Mais je ne savais pas exactement, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire, par exemple, à ma première RAF, déjà, j'avais fait une erreur de braquet parce que j'avais 39-29. Bah, dis-toi que j'ai monté tous les cols assis, en fait. Et c'est la RAF où j'ai vraiment réalisé que j'avais un problème sur la RAF, c'est Race Cross France, pour ceux qui ne connaissent pas cette épreuve d'ultra-distance. Et là, donc, le Ventoux, Galibier, j'étais tout le temps assis. Et musculairement, bah, voilà, tu as des impacts énormes. Et donc, oui, c'est très important. Donc, quand on débute, il faut déjà travailler ça. Donc, ça se travaille en faisant du vélo, évidemment. Plus on allait en faire, plus ça va être naturel, mais aussi en corticalisant le geste, en essayant de comprendre les différentes phases. Donc, elle en parle très bien dans son épisode et qui est génial. Donc, je vous invite aussi à l'écouter et essayer de visualiser le geste et de le travailler sur des exercices. Donc, comme tu as dit, unijambe. On peut aussi faire sur 2 jambes, mais en essayant de se concentrer plus sur la droite, sur la gauche. Et toujours faire du travail de vélocité le plus possible. D'ailleurs, tu parles de l'équilibre entre les 2 jambes. Je sais qu'il y a des compteurs GPS. Une fois que tu finis ta sortie, te donnent l'équilibre entre les 2 jambes. À partir de quel pourcentage d'écart il faut s'alerter? À 6, à partir de 6%. C'est-à-dire quelqu'un qui a 42... 44, 50, là, c'est pas normal. La norme, c'est toujours entre 0 et 5%. Par contre, celui qui a 46-50 et qui est tout le temps constant, c'est bien. Il faut aussi regarder si ça ne diminue pas. Enfin, si l'écart ne grandit pas. S'il n'y a pas une diminution sur une jambe. Et ça, parce que ça c'est aussi un signe de pathologie, de quelque chose qui ne va pas. Mais si c'est constant, par exemple de 4% et que ça reste comme ça, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Il n'y a pas de, voilà. Par contre, s'il y a 10% d'écart, là il faut consulter. Bah là, il y a un problème. Il y a un problème, ouais. Et qu'est-ce que tu conseilles à la personne qui veut débuter, qui est hyper motivée, qui s'est fixé un objectif, que ce soit l'étape du tour ou un 300, et qui se dit, tous les jours, je vais rouler? Tu sais, on avait fait un épisode spécifique sur la progressivité, justement. Donc, comment tu vas le conseiller? Est-ce que tu vas lui mettre des jours de repos au début? Comment tu vas accompagner cette personne en partant de zéro à atteindre son objectif sans se griller au départ? Parce qu'il est hyper motivé et il veut aller rouler tous les jours. Ça me fait penser aux jumeaux, ça. Quand on commençait et qu'ils faisaient du vélo tous les jours. En fait, faire du vélo tous les jours, c'est pas un problème. Tu vois, c'est comment tu le pratiques. Donc, comme tu dis, est-ce qu'il faut des jours de repos? Ça dépend ce que tu mets dedans. Par exemple, si quelqu'un se met au vélo et utilise cet outil aussi pour faire du vélo taf, tu vois ce que je veux dire? Ça fait du vélo tous les jours. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner le plus souvent, en fréquence, le plus régulièrement, et de structurer l'entraînement en fonction de ses objectifs. Donc, si on prépare quelque chose qui est long, on va essayer de se rapprocher le plus possible de la durée de l'effort et de son intensité. D'accord, ça c'est vraiment comme ça qu'on va débuter avec, comme tu dis, une progressivité. On commence pas, par exemple, aux premières semaines à faire 3 heures de vélo tous les jours. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut savoir que quand on débute le vélo, on n'a pas aussi une notion de temps.
Tu vois, et tu vois, c'est en course à pied, c'est au niveau musculaire, tout de suite, tu es vite arrêté. En vélo, c'est pas pareil. Donc, tu as des gens qui vont au bout d'1 heure être cramés, puis il y a des gens au bout de 3 heures, ils font, tu vois, ça n'a pas le même impact. Donc, il faut toujours y aller progressivement et surtout comprendre que plus c'est long, plus on met de temps à récupérer. Même si on y va doucement, parce que on brûle plus de calories. Plus de calories, ouais. Souvent, et on traumatise un peu par plus exemple, les muscles. quelqu'un qui fait 70 kilos et qui fait 4 heures ou 5 heures de vélo, il va brûler à peu près, ça fait 5, 7, à peu près 3000 calories. Ouais, tu vois, à peu près. 3000 calories, il faut la porter au niveau de l'alimentaire. Derrière, ouais. Si en plus, derrière, tu rajoutes les calories dépensées Et pendant ta journée, c'est difficile à compenser, tu vois. Donc, ça veut dire que souvent, tu es en déficit calorique et ça nécessite plusieurs jours pour rééquilibrer et donc de récupérer. Et donc ça, ton jour de repos, ça dépend aussi de ça. Si tu fais les sorties longues, forcément, à un moment donné, il faut mettre des jours de repos pour récupérer. Si tu fais des sorties courtes, c'est pas pareil. Et tu vas travailler avec ton coaché, avec la personne que tu accompagnes, tu vas lui parler de cadence à ce moment-là, quelqu'un qui débute, tu vas lui parler de cadence, on va dire, on parle toujours des 90 tours minutes. Est-ce que tu vas lui parler de cadence? Est-ce que tu vas lui parler de puissance? Alors moi, la première chose que je fais... Quel est le repère en fait? La première chose que je fais, c'est un test d'efficacité du geste. D'accord ? Donc en gros, c'est une espèce de test en rampe où la rampe, elle ne se fait pas au niveau de l'intensité. C'est-à-dire que je n'augmente pas l'intensité au fil des séries, mais j'augmente la cadence. Généralement, je commence à 70 pour aller à 120 en fonction de paliers par minute. Et je vois comment se passe la réponse cardiaque. D'accord ? Et chez les débutants, à 90 déjà, tu as la fréquence cardiaque qui augmente fortement. Et chez des aguerris, je pense à mon collègue Paul, par exemple, qui fait du VTT à très haut niveau, à 120, il est comme à 80. Parce que son geste est efficace et que son corps s'est adapté et que son système nerveux ne répond pas de la même façon. Donc ça me permet d'avoir déjà, au niveau technique, ce qu'il faut travailler. Parfois, très rarement, des débutants peuvent avoir une bonne réponse. Je ne sais pas d'où ça vient, mais certains, mais c'est très rare. La plupart du temps, non. Donc après, tout de suite, on met en place sur les premières semaines du travail de vélocité pour améliorer en premier lieu cette partie-là. Et en même temps, je vais travailler à la force musculaire, parce que c'est la base du vélo. Quand tu fais beaucoup de courses à pied et quand tu vas faire tu vas te mettre au vélo par exemple, tu vas vite te rendre compte que c'est pas c'est les mêmes muscles mais ils travaillent pas de la même façon. Donc il faut travailler aussi spécifiquement cette force musculaire. Ça c'est vraiment le combo que j'utilise au tout début et en même temps tu fais du volume puisque tu travailles, tu vois. Et donc ça permet d'avoir une base et à partir de cette base là après on va réfléchir aux choses sérieuses. Et quelqu'un qui débute, moi je prends mon exemple personnel, j'ai plusieurs fois tenté de courir régulièrement, mais je n'ai jamais trouvé mon rythme. Tu sais, celui qu'on a dans le vélo, quand on dit on a fait une sortie, on a juste enroulé, on n'a pas forcé, mais c'était agréable. Combien de temps tu penses que quelqu'un qui débute, il va pouvoir trouver ce fameux rythme dans lequel la zone dans laquelle il est bien? Est-ce qu'on a une fenêtre comme ça que l'on peut conseiller aux personnes qui nous écoutent? Tu parles en termes d'intensité ? Non, en termes de confort, on va dire. J'ai fait une sortie, mais j'ai roulé et en même temps, c'était agréable. Tu sais, où tu n'as pas tout le temps cette sensation de forcer. Ah oui, ok. Combien de temps il faut pour arriver à ça ? Si c'est structuré assez rapidement. Ça, c'est important, je pense, pour donner justement ça peut être un sous-objectif, tu vois, de se dire, voilà, je débute, mais peut-être dans 2 mois, 3 mois ou 4 mois, je serai dans cette zone-là et ensuite je peux évoluer. Par palier de 2 mois, tu progresses réellement. C'est à peu près ça, entre 8 semaines et 12 semaines, les gens, ils évoluent vraiment. Là, je le vois de plus en plus. Hein, c'est vraiment, il y a des progressions nettes chez les débutants sur ces paliers-là, mais tu passes tu vois, il y a des gens qui auraient peut-être mis 2-3 ans à atteindre un niveau qu'ils ont atteint en 2 mois parce que c'était structuré, qu'ils ont fait des choses bien ciblées. Ça, c'est hyper important parce que quelqu'un qui nous écoute et qui imaginait se lancer seul, il va se passer quoi? Tiens, ça peut être intéressant, ça. Tu as peut-être le retour d'expérience, toi, de personnes que tu accompagnes maintenant et qui, pendant des années, n'ont eu personne, n'ont jamais été encadrées. Il va se passer quoi pour quelqu'un, ou quelle va être la différence pour quelqu'un qui se lance encadré et quelqu'un qui se lance sans vraiment avoir de repères? J'ai 2 types de personnes. J'ai des personnes qui n'arrivent pas à s'organiser et qui ne progressent pas du tout. Tu vois, et qui n'arrivent pas à s'organiser, c'est-à-dire que du fait qu'il n'y ait pas de séance de planifier, de prévu, on reste dans du confort, on ne fait pas l'effort de se préparer d'aller sortir parce qu'il fait 10 degrés ou moins de 10 degrés. Ou qui n'utilisent pas le home trainer alors qu'ils en ont un, ou qui ne savent pas comment l'utiliser, ou alors qu'ils l'utilisent avec les plateformes en ligne et
et qui font tout le temps la même chose, tu vois, sans vraiment avoir un objectif précis. Et puis il y a ceux qui sont fous et qui se lancent et qui au bout de 6 mois, ils sont grillés, cramés. Ils sont dans le garage parce qu'ils sont complètement cramés. Exactement. Et souvent, qui n'ont pas de repère, de marge de progression, mais pas du tout, parce que c'est même de la régression même. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est les deux types de personnes que je rencontre régulièrement. Et c'est vrai que s'ils avaient eu un cadre au début, ça n'aurait pas été la même chose. C'est mieux d'être accompagné, effectivement. Et puis si on va sur le côté, parce que là on parle d'entraînement, de plan d'entraînement, de cadence, de watts, mais il y a aussi, et on l'oublie souvent quand on débute, l'hydratation, la nutrition, l'alimentation, le sommeil. Là c'est pareil, qu'est-ce que ça va changer dans la vie d'une personne qui débute le cyclisme, qui suit un plan d'entraînement, qui a son objectif à 6 mois, 1 an, mais qui n'a jamais pratiqué? Alors, la première chose... Quelles règles il doit adopter dans son hygiène de vie? La base, c'est la nutrition et le sommeil. Mais je vais commencer par le sommeil. Parce que le sommeil, c'est vraiment, ça il faut bien comprendre, c'est vraiment ce qui vous permet de progresser et d'être en bonne santé si vous pratiquez le vélo. Et souvent, quand on commence, notamment avec les plateformes en ligne, on commence par des choses très intenses. Bah ouais, c'est clair. Et souvent, on fait que des choses 20 minutes et t'es à bloc pendant 20 minutes. Parce que voilà, tu vois, ça te défoule. Et t'as l'impression d'avoir travaillé. Sauf que la plupart du temps, ils font que ça. Tu vois. Ou alors, le dimanche, est négatif. Et le dimanche, ils vont avec les copains et ils font la course entre eux. Donc en fait, oui, on a un déséquilibre un déséquilibre d'intensité. Et ça, c'est hyper important. Et ça va avoir un impact direct sur le sommeil. Ça, c'est un vrai piège. Bah oui, parce qu'il y a un impact sur le sommeil, forcément. Parce que ça va entraîner un déséquilibre du système nerveux. Le fait de faire que de l'intensité, à un moment donné, ça va créer un déséquilibre au niveau du système nerveux. Très intéressant. Exactement. Donc, la base de l'entraînement en endurance, c'est la basse intensité. Je le répète tout le temps, mais c'est la base. Ça, on entend effectivement beaucoup parler. On a fait un épisode spécifique sur la zone 2. C'est ça. La deuxième chose, dans le vélo, la base de la performance, c'est la VO2 max. C'est le VO2 max. C'est ta capacité à utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie via les cellules. Ça, donc, il faut trouver le compromis entre les deux. Et ça dépend du temps que tu as. Plus tu as de temps, plus tu vas pouvoir faire de l'endurance et rajouter des séances d'intensité. Par contre, si tu as peu de temps, parce que ça, c'est la plupart des gens aussi, tu as peu de temps, il faut privilégier l'intensité, mais toujours avec une dose de basse intensité. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc je fais mes courses là, mes deux courses sur les plateformes. Ouais, sur les plateformes. Par contre, le week-end avec les copains, si je fais la course, c'est mort. Je progresserai pas, ça va déséquilibrer et j'aurai un mauvais sommeil. Voilà. Le deuxième point que tu as abordé et qui est primordial, c'est l'alimentation pendant l'effort. Parce que ça, c'est le nombre de personnes que je rencontre qui n'en ont pas, en fait. Alors, il n'y a aucune notion. Alors, c'est ce que j'allais. Il n'y a aucune notion, mais il n'y a aussi aucune alimentation. C'est-à-dire qu'on parle de personnes qui veulent faire du vélo aujourd'hui. Donc, il y a cet effet de. Je ne sais pas si on peut dire cet effet de mode du cyclisme ou pas. Bref, je ne sais pas si j'utilise le bon mot. Mais aussi, parfois, c'est pour réguler le poids. Certains se lancent dans le cyclisme parce qu'ils vont brûler des calories et se disent là, je fais une sortie de 2 heures, je ne vais pas m'alimenter pour justement brûler plus de calories. Et ça aussi, après différents échanges qu'on a eus, c'est une erreur. Alors complètement. Alors déjà, il y a ceux qui ne s'alimentent pas du tout parce qu'ils font comme ils ont toujours fait dans leur sport co ou quand ils allaient faire des footings. Sauf que le vélo, comme je vous l'ai expliqué, c'est différent parce que déjà c'est plus long et puis la dépense énergétique est plus longue. Et puis il y a ceux qui font cette erreur de poids. Déjà, alors premièrement, je l'ai déjà expliqué, quand on pratique une activité physique, au-delà d'1 heure et surtout au-delà d'1 heure et demie, si vous n'apportez pas de glucides exogènes, les glucides endogènes n'existeront plus parce qu'ils auront été utilisés. On n'a plus de réserve, c'est ça. Vous allez, voilà, exactement. Enfin, vous en avez, mais elles sont plus longues à être mises à disposition. Vous allez avoir moins de mécanismes biologiques pour contrôler le stress que vous appliquez. D'accord ? Et ça peut engendrer dans le temps des dégâts plus importants. Si vous ne mangez pas du tout pour perdre du poids, à un moment donné, l'adaptation à ce stress-là fera que vous ne perdrez plus de poids du tout. Même il faudra remanger pour rééquilibrer les choses. Vous allez faire de plus en plus d'heures de vélo sans manger et vous ne perdrez plus rien. C'est un mécanisme qui se met en place dans l'organisme via ce stress qui n'est pas normal. Les glucides, c'est primordial à la pratique du vélo, à la pratique sportive, tu veux dire boisson,
Voilà. Enfin, Ouais, boisson dans les importe. bidons, je veux dire pendant l'effort. Alors, moi, je pars toujours un chiffre de base, c'est 35 grammes de glucides par heure. D'accord ? Pourquoi ? Ah, c'est minimum là. Ouais, Là, on est sur le minimum. voilà, mais Parce quand que on débute, c'est quand tu débutes Ouais, et voilà, que tu manges on est rien, d'accord. déjà 35, c'est beaucoup, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que ouais, c'est une complètement. barre ou un bidon avec une boisson iso dedans. Ça aussi, il y a par heure. il y a des vraies études sur ça et aujourd'hui, on est sur des quantités beaucoup plus importantes, mais pour être performant. On peut faire du sport à jeun, et ça a plein de bénéfices, je ne suis pas contre ça, mais dans une pratique régulière, ça peut être dangereux, et surtout quand on met de l'intensité. Donc 35 grammes de glucides par heure, ça c'est le chiffre que vous devez retenir, 35 grammes de glucides par heure. Et grâce à ça, vous allez pouvoir évoluer en sécurité et en allant vers une bonne santé, parce que le sport pratiqué sans manger, ça va entraîner des problèmes de santé, ça c'est indéniable. Donc là, tu es sur l'effort, mais en récupération, quel conseil tu peux donner sur nutrition, alimentation pour les personnes qui se lancent comme ça? Donc ça va créer pas des blessures, mais des traumatismes au niveau des muscles. Comment bien récupérer? Alors moi, plus vous allez dans l'âge, plus vous rapprochez des 40 ans et que vous les dépassez, plus l'apport en protéines doit être important. Donc là, les dernières études elles montrent qu'un apport de 40 grammes de protéines après l'entraînement, quand on a plus de 40 ans, c'est nécessaire, notamment pour continuer à maintenir une activité musculaire cohérente. Ces protéines doivent être prises tout de suite après l'entraînement, Alors, là, dans un laps de temps de combien? fenêtre métabolique. Ouais. Là, c'est pareil. Ça, c'est, en fait, cette notion de fenêtre métabolique, elle a un sens quand vous enchaînez les entraînements. Tu vois, parce que ça va vraiment avoir un impact sur l'entraînement du lendemain. Par exemple, ouais. un triathlète aujourd'hui, même un triathlète amateur qui s'entraîne 10 à 12 heures, ça, il faut vraiment qu'il respecte. Apport glucides, protéines après l'effort, parce que derrière, vous allez entrer. Chez un cycliste qui s'entraîne 3 fois par semaine, c'est un petit peu différent. D'accord ? Parce que de toute façon, par ton alimentation, tu vas à un moment donné rééquilibrer ça. Mais si tu manges pendant l'activité physique, si tu amènes des glucides pendant l'activité physique, tu vas vite te rendre compte que tu en auras moins besoin après. Tu vois ? Parce que souvent, les gens qui font le 3 heures de vélo sans manger, quand ils rentrent à la maison, ils compensent. Hein. C'est souvent généralement, ça. ils mangent le Nutella avec la brosse à dents, ouais, ça Voilà, c'est clair. c'est ça. J'adore Voilà, cette expression. J'ai des cas à partager, mais si tu veux. oui, c'est ça. Et donc, déjà, tu as ce phénomène qui s'enlève. Et donc, tu vas naturellement, par la satiété, manger ce que tu as besoin. Simplement, la règle, c'est plus on va dans l'âge, plus on apporte de protéines. Et les protéines, c'est différent des glucides. Les protéines, vous allez en retrouver dans le commerce, mais vous pouvez manger aussi des protéines naturelles via des œufs, du jambon. Ouais, il y a des épisodes également avec Camille Pic sur la capsule santé, justement, on partage ces différents thèmes. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent débuter ou qui ont débuté depuis peu de temps, c'est vrai qu'on se lance, on peut le faire de manière plus ou moins intensive, mais ça peut provoquer des blessures quand on se lance dans une nouvelle discipline comme ça. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui là, voilà, ont mis les cales, sont prêtes à se lancer? Qu'est-ce que tu peux préconiser, partager sur la prévention des blessures? Si vous avez été progressif dans votre approche et que vous avez une douleur à un endroit, dites-vous que déjà, il y a un problème de positionnement sur le vélo. Ça, souvent aussi, c'est j'achète un vélo, j'ai le vélociste qui va me positionner, mais en fait, le vélociste, c'est pas son métier. Moi, on en a eu une discussion sur ça. Pour moi, aujourd'hui, avec le recul, et c'est la personne de santé qui parle, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis de formation kiné, c'est la personne de santé qui parle. La position du vélo, c'est primordial. Combien de personnes qui sont venues me voir quand j'étais encore kiné au cabinet, sont venues me voir qu'en faisant du vélo, j'ai mal aux genoux, mais simplement parce qu'ils étaient trop hauts, trop bas, trop en arrière. Je vais vous donner quelques repères. Quand vous êtes trop en avant sur la selle ou trop bas, vous allez avoir plutôt mal au-dessus du genou, autour de la rotule. Ça, c'est important parce qu'effectivement, en fonction de là où se situe la douleur, on peut savoir d'où vient le problème. Très rapidement, les spécialistes vont savoir si c'est une hauteur, un recul, très clairement. Ouais. Si vous avez mal derrière le genou ou au tendon d'Achille, c'est parce que c'est probable que vous êtes trop haut. Bon, souvent, on est trop bas. Souvent, on est trop bas. Mais j'ai déjà vu des gens beaucoup trop hauts. Si vous avez mal sur la bandelette iliotibiale, sur l'extérieur du genou, pardon, j'essaye de faire visualiser aux gens, là c'est parce que vous êtes trop en arrière, ou en tout cas l'axe de pédalage est trop en arrière, enfin votre axe de pédalage recul est trop de en arrière. selle. Ouais, votre recul de selle est trop en arrière. Si vous avez mal au dos,
Ça, c'est souvent, les gens, ils ont mal au dos. Qu'est-ce qu'ils font? On baisse la selle, je sais pas. Non, ils montent le guidon. Ah ouais, j'aurais pas pensé forcément à ça. Mais ça, je peux te dire, j'en rencontre beaucoup. Ouais. Et j'ai déjà vu des gens qui... Oui, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, j'ai des images où effectivement... Parce qu'ils ont mal au dos. Tu vois. Mais sauf que la douleur lombaire, déjà, ça dépend où elle se situe. Elle peut être due à plein de choses, et notamment la position des cales. Parce que vous avez vu l'appui. L'appui, mais aussi à la selle. Comment est positionnée la selle? Souvent, les selles sont plongeantes et beaucoup trop plongeantes. Il y a eu une mode de l'appui fessier où quand on baisse la selle aussi, on compense aussi parfois la position des mains qui est trop haute, trop basse ou un sein trop écarté pour avoir un appui différent. Tu vois. Et donc, la douleur lombaire, elle est très souvent pas due à la hauteur du guidon. Et par contre, la hauteur du guidon, après, elle va engendrer d'autres problèmes. Donc, pour ça, il faut aller voir un spécialiste. Et des gens dont c'est le métier, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça. Et il y en a partout en France maintenant. Oui, ça s'est bien développé, avec maintenant des techniques hyper performantes. Ouais. Ça coûte un petit billet, parce que ça demande beaucoup d'expertise. Mais par contre, après, derrière, vous avez un suivi et ça vous permet aussi de communiquer avec la personne qui vous a fait l'étude posturale et d'ajuster les réglages. Et là, on arrive sur la dernière partie, on va dire, de l'épisode, mais est-ce qu'on peut commencer, quand on veut se lancer dans le vélo, tout de suite par aller tester sa VO2? Alors, il y a différents tests qui se font, hein. Je sais que avant qu'il y ait toutes les plateformes d'aujourd'hui où tu peux tester ta performance, il y avait des études qui se faisaient dans les hôpitaux directement, où tu allais tester sur une machine ta VO2. Est-ce que ça, c'est une référence pour quelqu'un qui débute? Est-ce que ça peut être important ou pas dans un premier temps? Alors ça, c'est une bonne question parce que souvent, les débutants, ils vont faire un test de VO2 en laboratoire et ils me donnent les résultats. En fait, on peut appeler ça un test de puissance. On l'appelait un test de puissance avant, je crois. Je sais plus. C'est test de VO2, un test d'effort. Test d'effort, voilà, c'est ça. Donc ça a un intérêt médical parce que ça va vous permettre de voir si vous n'avez pas une pathologie, de détecter un potentiel pathologie cardiaque. Ouais. Par contre, pour l'entraîneur, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Ben non, parce que déjà, l'outil utilisé, il est fixe. Donc, il est limité en plus. Et puis pas reproductible. Et la VO2 en elle-même, elle ne va pas me dire, à part me dire que vous avez un gros potentiel ou un petit potentiel, c'est la seule chose dont ça va me servir à moi. Mais autrement, ça ne va rien servir. Par contre, ce qui est important, même quand on débute, c'est au moins d'avoir un appareil de mesure de la fréquence cardiaque. Ça, c'est la base. Pas besoin d'avoir la puissance, mais au moins avoir un cardio-fréquence-mètre qui va nous permettre d'évoluer dans des plages de fréquence cardiaque en fonction de votre ressenti à l'effort. Et là, ça permet d'évoluer. Et ça permet aussi de vérifier si vous vous adaptez à un certain exercice ou pas. Ça va permettre aussi de voir si vous accumulez de la fatigue et comment vous récupérez. Toi, c'est de l'indicateur? Ouais, c'est la base. Pour quelqu'un qui débute, voilà. Le plus important. Ouais, alors j'utilise pas vraiment la valeur brute de la fréquence cardiaque, mais plutôt la façon dont elle évolue, que ce soit dans l'exercice ou dans le temps. Mais ça, c'est la base. Aujourd'hui, ça et le capteur de cadence, parce que des fois, c'est vrai que tu l'as pas intégré. C'est les deux outils que je demande à avoir si tu veux avoir un entraînement encadré. Et même le home trainer, c'est pas forcément indispensable. Si tu es un peu fou dans ta tête, tu peux être entraîné à Paris aujourd'hui par 5 degrés. Moins 2 degrés avec ça de neige sur les routes. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la cadence, mais c'est quoi ton avis, toi, sur les fameux 90 tours minute? Parce que ça a un impact énorme en fonction de ta taille, de tes manivelles. On va rentrer dans des termes très techniques, mais est-ce que tu as tes 175, 172,5, 170, et donc le nombre de tours par minute? Enfin, quel avis tu as sur ça pour quelqu'un qui débute? Sur la taille des manivelles ou sur la taille des manivelles, sur le nombre de tours minute à respecter pour arriver à cette zone de confort? La cadence, elle est individuelle. Mais plus vous êtes capable de maintenir une cadence élevée à une intensité de base sans trop solliciter le système nerveux, cela signifie que vous aurez un meilleur rendement énergétique. Donc ça a un intérêt. Par contre, c'est très individuel. Plus vous êtes en basse intensité, plus la cadence est basse. Plus vous êtes en haut, plus vous devez être capable de mettre de la cadence. Par exemple, moi je vais prendre mon cas, mais je vais vous donner un autre cas, un exemple d'une autre personne. Je vais prendre mon cas, moi en basse intensité, autour de 60-75 rotations par minute, je suis très confortable et ça me va très bien. Par contre, j'ai un ami, quelqu'un que j'entraîne depuis 10 ans, lui il est plutôt autour de 85-90. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus efficace ou moins efficace. Parce que par contre, en haute intensité, moi j'arrive à tenir 110, 115, alors que lui, il est limité à 100, 105. Tu vois ? Parce que c'est vrai que généralement, les gens qui débutent n'ont pas du tout de rapport à la cadence. Ouais. Et quand tu vois tu le vois au coup de pédale, ceux qui débutent, généralement, ils sont à 50 tours minute. Ouais. Tu vois, sur un braquet, même certains ne savent pas vraiment utiliser les changements de vitesse.
et ne le voient pas du tout comme la boîte à vitesse d'une voiture où justement en fonction du nombre de tours par minute, tu changes tes rapports. Et là, il y a aussi une vraie, je pense, éducation à faire sur les bons rapports, la bonne cadence pour pouvoir maintenir le rythme. Mais c'est vrai qu'on repère tout de suite à la cadence quelqu'un qui débute, très clairement. La bonne cadence, c'est celle qui t'épuise pas. Donc que ce soit celle qui est trop, enfin que ce soit en haut ou en bas. C'est sûr que si tu es à 60 RPM pendant 3 heures, t'en fais difficilement 4 ou 5. Tu vois. Mais ça, tu le vois toi-même que ça va pas. Si tu finis fatigué musculairement, voilà. Tu montes un col, tu arrives en haut, tu es mort, tu peux pas en faire un deuxième parce que ça veut dire qu'il y a aussi un problème de cadence. Le choix des braquets aussi pour monter les cols, ça c'est hyper important. Et combien qui... j'ai été faire on parle de débuter dans le cyclisme. Est-ce que tu te souviens de ton premier col, tiens. Voilà, parle-nous de ton premier col. Oui, j'avais 14 ans. Et c'était le col qui est au pied de Saint-Jean-de-Pied-de-Port qui s'appelle le Burkinu Kuruceta. Dans les Pyrénées. Ouais, c'est un pendant d'Irati. Donc je m'en souviens très bien, mais je l'ai monté avec... en plus à l'époque, ça n'existait pas les gros braquets. Donc j'ai dû monter ça à 39, 23 ou 24, à 14 ans. Oui, je m'en souviens, parce que forcément... T'as mis pied à terre pour le monter ou pas ? Bien sûr. Oui, est-ce que tu as vomi ou pas ? Non. Mais non, mais c'est parce que j'étais tout en force. En fait, c'est même pas l'effort qui est intense, c'est la sollicitation musculaire. Donc c'est ça. Si vous êtes trop bas, vous avez trop de sollicitation musculaire. Si vous êtes trop haut et que vous n'avez pas un bon rendement énergétique, vous aurez une trop grande sollicitation nerveuse. Donc vous allez forcément avoir des difficultés dans le ressenti. Et toi, tu t'en souviens ? Moi, je m'en souviens parfaitement bien. Moi, c'était le col des saisies. Et juste après la sortie Notre-Dame de Bellecombe, c'est-à-dire 4e virage, je pense, j'étais à l'arrêt. Voilà. Et t'avais quoi comme braquet ? Je sais plus du tout, mais c'est effectivement le premier col, quand tu débutes dans les Alpes, notamment c'est dans les Alpes, tu forces en fait, parce que tu te dis ça va le faire, tu vois, et en fait ça fait 20 bornes, ça fait pas 3 bornes. Et donc voilà, au bout d'un moment ça coince dans ce régime. Et à l'époque t'avais pas des braquets comme maintenant ? Ouais, et puis les vélos, c'était plus du tout, c'était pas comparable. Mais aujourd'hui, tu vois, avec les braquets, le matériel, le carbone, tout ça, ça n'a plus rien à voir. Tu vois, avec les vélos, avec les pédaliers compacts, les roues même. Tu peux faire 34, c'est 50-34, 34, monter 36 derrière, ça n'a rien à voir. À l'époque, nous, on parle comme des anciens, mais dans les années 90, c'était 52-38, c'était le plus petit. Je ne sais même pas si ça existait, le 36. Non, je crois pas. En triple plateau, peut-être, mais pas en double plateau. Et donc, il faut bien prendre conscience qu'il vaut mieux être véloce, souple dans une montée pour la tenir longtemps qu'être en force. Et pareil, quand on monte un col, quand c'est 20 bornes, déjà c'est presque 2 heures, quoi. Donc on part pas pour 20 minutes. C'est ça, il faut bien garder sa cadence. Et c'est vrai que si tu tombes en dessous de 60 dans les cols, t'as plus d'inertie, c'est compliqué. Si on peut résumer, quel conseil justement, quel résumé tu transmettrais aux personnes qui veulent se lancer pour conclure cet épisode ? Alors, d'y aller avec de progressivité, de faire un bon choix stratégique de matériel en fonction de vos objectifs et ne jamais oublier que c'est pas parce qu'un vélo est aéro qu'il n'est pas confortable. Vous pouvez le rendre confortable en l'équipant différemment. Que vous devez optimiser votre entraînement avec de l'endurance et de l'intensité. Le meilleur ratio, c'est 80-20. 80% du temps en endurance, 20% en intensité. Et pas 50-50 ou 100% en intensité. S'alimenter pendant l'entraînement avec un apport de glucides minimum de 35 grammes par heure. Et dormir correctement, forcément, pour bien récupérer, avec une alimentation saine et le moins transformée possible. Super, écoute, un grand merci Loïc pour tous ces conseils. Nous vous encourageons bien évidemment à vous lancer dans cette aventure passionnante qu'est le cyclisme, que vous soyez débutant ou aguerri, si vous cherchez à vous améliorer, à progresser, à découvrir de nouvelles compétences, je suis convaincu que cet épisode vous a accompagné. Un grand merci à tous pour votre fidélité, puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Loïc. Merci.